وأحبار الشادو وينو وناقي وأحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Bonjour chers élèves et candidats au baccalauréat SG. Je m'appelle M. Abdelkader Moussabou, professeur d'économie droit au lycée d'État. Notre séance d'aujourd'hui portera sur la résolution d'un cas pratique. Voilà. Notre exercice est réparti en 4 étapes. Nous verrons dans un premier temps qu'est-ce qu'un cas pratique, quelle est la méthode qu'il faut appliquer, qu'est-ce qu'est le syllogisme juridique et enfin nous allons terminer par un exercice d'application. Le cas pratique est appelé aussi consultation juridique qui consiste à qualifier juridiquement les faits et les acteurs. Lorsqu'on parle de la qualification des faits, nous devons qualifier les faits en retenant les éléments pertinents, sans pour autant rentrer dans les détails. Qualifier les acteurs revient à dire par exemple leur fonction ou dire s'il s'agit d'une personne physique ou une personne morale. Déterminer le ou les problèmes de droit qui se posent et enfin proposer des solutions juridiques que l'on peut apporter au cas présent. L'exercice qui consiste à résoudre un cas pratique permet d'apprécier l'attitude de l'élève à appliquer donc des règles de droit à des solutions concrètes. Résoudre un cas pratique consiste donc à répondre à une ou plusieurs questions posées par une situation donnée en utilisant une argumentation juridique appropriée ou adaptée. Ce que je viens de définir à l'instant n'est rien d'autre que les exercices pratiques que vous avez faits tout au long de cette année, mais aussi que vous verrez au baccalauréat dans le cadre de l'épreuve économie droit. Vous avez souvent une situation donnée auquel vous devez répondre à des questions suivantes. Lorsqu'on vous demande par exemple de qualifier juridiquement les faits et les acteurs, ce n'est rien d'autre que de retenir les faits pertinents, la qualification des faits. La qualification des acteurs revient à dire par exemple la fonction de chacun dans le cadre du contrat de travail, par exemple dire un salarié ou un employeur, ou le plus souvent dire s'il s'agit d'une personne physique, des êtres humains, ou d'une personne morale dans le cadre de gros mots de personnes. Nous verrons maintenant quelle est la méthode adéquate à appliquer. Voilà. La résolution d'un problème juridique passe par le raisonnement, l'argumentation et la démonstration. Donc, vous devez faire un exercice qui doit être structuré, méthodique. On retient 4 étapes. La qualification juridique des faits et des acteurs, l'identification du problème juridique, la détermination de la règle de droit et enfin la proposition d'une solution concrète au problème qui a été posé. Dans un premier temps, nous allons voir comment qualifier juridiquement les faits et les acteurs. Dans un second temps, nous allons voir comment identifier les problèmes juridiques, mais aussi à quel moment il faut déterminer la règle de droit. Et enfin, comment proposer une solution concrète en tenant compte de la problématique qui a été posée. Dans un premier temps, qualification juridique des faits. La qualification juridique est la reformulation des situations de faits en termes juridiques. On utilise un vocabulaire juridique adéquat. Il s'agit en effet de dépasser l'approche anecdotique d'une situation pour l'appréhender dans sa dimension juridique. On ne qualifie pas juridiquement le fait, mais on qualifie aussi les acteurs. Qualifier les acteurs revient à dire la fonction propre à chacun ou dire s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Pour qualifier juridiquement le fait, il est pertinent, voire essentiel, de se poser certaines questions avant de répondre à cette question. Par exemple, la première d'entre elles est de dire s'il s'agit d'un fait ou d'un acte juridique. Il faut au préalable savoir qu'est-ce qu'un fait et qu'est-ce qu'un acte juridique. Quel est l'objet du litige? Qui demande quoi? Le fait est-il avéré ou supposé? Quelles sont les personnes en jeu? Y avait-il des témoins? Les preuves sont-elles avancées? Et enfin, les faits sont-elles contestés? Voilà. Toutes ces questions seront traitées au préalable avant de bien répondre à cette question. Deuxième point, il faut qualifier juridiquement les problèmes. Il faut identifier les problèmes de droit, la question juridique soulevée par la situation. On présente les problèmes de manière générale ou abstraite, sans référence concrète à la situation étudiée et de manière interrogative. Un problème juridique mal qualifié conduira à une solution erronée. La solution n'est pas le point le plus important, ce qui compte, c'est l'argumentation qui conduit à cette solution. Donc, ce qui est important, ou ce que le correcteur fera attention, est la manière dont vous devez raisonner, argumenter pour arriver à trouver une solution logique, imbriquée à la problématique qui a été posée. Les problèmes juridiques que vous devez poser
doit être posée de manière générale et non pas spécifique à la situation juridique. Voilà. La question que vous posez souvent, si celle-ci est mal qualifiée ou erronée, vous conduira à une solution bien évidemment erronée, ce qui vous empêchera de trouver là où les articles qui font référence à votre problématique. Voilà. Maintenant, on va voir comment déterminer la règle des droits. Déterminer la règle des droits revient à dire trouver l'article ou la jurisprudence, s'il n'y a pas d'article, qui fait référence à votre situation juridique. Voilà. Il s'agit d'expliquer les grandes lignes du droit positif qui permettent d'apporter une réponse au questionnement juridique identifié dans l'étape précédente. Des règles peuvent être fournies sous forme d'annexes. Le plus souvent, vous avez, lors des épreuves du baccalauréat, sous forme d'annexes, les articles qu'il faut. Mais on attendra aussi de l'élève qu'il fasse appel à ses connaissances personnelles, du moins pour les éléments les plus fondamentaux. Si, par exemple, aucun article ne fait référence à votre situation, il faut savoir quelle est là où les jurisprudences qui font référence à ces problèmes qui ont été soulevés. Dans un quatrième point, nous verrons comment proposer une solution concrète. Les étapes précédentes ont permis de passer de fait au droit. Il s'agit maintenant d'appliquer les droits aux faits pour proposer une ou plusieurs solutions en répondant aux questions du cas proposé. La solution avancée est susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Elle doit être justifiée par une argumentation juridique rigoureuse, qu'on appelle le syllogisme juridique. Qu'est-ce que le syllogisme juridique? Le syllogisme juridique est un mode de raisonnement déductif qui se décompose en 3 étapes, très important. La première étape étant la proposition majeure, qui n'est autre que la règle des droits que vous avez identifiée dans la troisième étape. La deuxième étape est l'énoncé de la proposition mineure, la motion de fait, des circonstances justifiant ou orientant l'application de la règle des droits. Et enfin, le troisième point étant l'énoncé de la conclusion. La conclusion doit être une solution logique impliquée en tenant compte de la proposition majeure, qui est la règle des droits, et en l'appliquant aux faits. On va prendre un petit exemple de syllogisme simple, par exemple. Tous les hommes sont mortels, ce qui est une vérité générale, ça peut être la proposition majeure. Abdi est un homme, la proposition mineure. Comme Abdi est un homme, Abdi est mortel, ce qui peut être notre solution. Donc voilà la manière qu'il faudra appliquer en tenant compte du syllogisme juridique. Maintenant, nous allons prendre un cas pratique pour voir si vous avez compris tout ce que nous avons dit auparavant. Comment appliquer donc toutes ces questions qu'on a soulevées dans un cas précis. Notre cas pratique est le suivant. Roblé Ahmed Guidi est adhérent de l'association Club de Fitness depuis 4 ans et paie 5 000 francs par mois. Il a l'habitude de venir avec un ami et pratiquer l'escalade de façon libre en utilisant les infrastructures du club, comme lui autorise le règlement. Le 25 avril 2018 à 17h20, en escaladant un mur artificiel mis à la disposition de tous les membres du club, il fait une chute qui lui cause un grave traumatisme crânien, suivi d'une hémiplégie empêchant toute activité professionnelle. Il entend mettre en cause le club pour être indemnisé. Voici les annexes du cas pratique. Nous allons dans un premier temps l'article 1147 du Code civil qui dit que le débiteur est condamné s'il est lié au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée encore qu'il y ait mauvaise foi de sa part. Nous avons aussi un arrêt numéro 1247 du 15 décembre 2011 de la Cour suprême. Attendu que pour débouter M. X de sa demande, l'arrêt énonce que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation et non lorsque la personne exerce son activité librement, et retient que l'association sportive n'a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d'information susceptible d'engager sa responsabilité. Constatant ainsi, alors que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ces locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité, la Cour d'appel a violé les textes visés par ce motif casse et annule l'arrêt. Qu'est-ce qu'une jurisprudence? Une jurisprudence est l'ensemble des décisions prises par les différentes juridictions et qui font référence dans le monde du droit. Une fois que vous avez découvert la situation juridique et les annexes donc, de ces cas, on passe directement aux questions. Ici, ils sont au nombre de 5. La première question qui vous est posée est celle qui donc est souvent posée
Donc, vous devez toujours qualifier les faits et les acteurs. Deuxièmement, définir les problèmes juridiques exposés dans cette situation. Déterminer la règle des droits applicables, appliquer les droits à la solution et enfin formuler une solution probable. On passe à la correction de la première question. Donc, lorsqu'on vous demande de qualifier juridiquement le fait et les acteurs, par exemple, ici, Roblet est une personne physique, un être humain. C'est qu'il faut préciser, entre parenthèses, membre d'une association, personne morale, une association est une personne morale. Donc, on est dans la qualification des acteurs. Un pratiquant pratique un sport individuel au sein des locaux de ces dernières, fait une chute qui lui cause des graves dommages corporels. Vous voyez bien qu'on a bien qualifié, en utilisant un vocabulaire juridique adapté. Dommages corporels, il souhaite porter plainte contre cette association et espère obtenir le dédommagement du préjudice subi. Nous passons directement à la réponse à la question 2, qui était de formuler le problème juridique posé. Donc, quelle est l'étendue de la responsabilité contractuelle d'une association sportive en cas d'accident d'un adhérent survenu dans le cadre d'une activité librement exercée dans ses locaux? Vous voyez bien que cette question a été posée de manière générale et non pas spécifique à cette association. Voilà. Donc, la manière qu'il faut formuler le problème juridique. Nous passons à la question 3, qui était de formuler, déterminer la règle de droit applicable. Ici, la responsabilité contractuelle, ici, la responsabilité soulevée est la responsabilité contractuelle. Parce qu'il y avait un contrat qui liait les adhérents à cette association. Les adhérents sont liés par contrat à leur club. L'article 1147 du Code civil dit que la responsabilité contractuelle est engagée lorsque l'une des parties commet une faute, une exécution ou retard dans l'exécution de l'obligation. La jurisprudence de la Cour de cassation précise les conditions d'application. Pour la Cour suprême, un club doit assurer la sécurité auprès des adhérents, même s'ils exercent une activité sommaire, du moment que cela se situe dans ses locaux. Et sur les installations du club, il doit aussi faire preuve de prudence et de diligence. La responsabilité du club est soulevée ici parce que le sport s'est pratiqué au sein des locaux de l'association. Il ne peut en aucun cas échapper à sa responsabilité. On passe à la question 4. Nous passons à la réponse à la question 4. Roblet est lié au club par contrat. Le règlement prévoit la liberté de pratiquer un sport favori dans l'enceinte du club. Selon la Cour de cassation, le club doit assurer la sécurité de ses membres, même en cas d'activité libre, c'est-à-dire prévenir tout accident. Prévenir tout accident, faire preuve de prudence, il faut agir de manière à prévenir les risques tout en étant efficace. Or, les mesures prises par les clubs ont été insuffisantes pour empêcher l'accident survenu à Roblet. Le club a donc commis une faute, donc mauvaise exécution de l'obligation. Enfin, nous passons à la réponse à la question 5 en donnant donc la solution. Le club sera donc responsable de la mauvaise exécution du contrat et devra verser des dommages et intérêts à la victime, à hauteur du préjudice qu'elle a subi, bien évidemment. On vient de voir, avec cet exercice que nous venons de corriger, tout l'aspect pratique, méthodique et tout le temps nécessaire qu'il faut prendre pour bien résoudre un cas pratique. Merci de votre attention et bon courage.